Au cours de l'été 1922, les cultivateurs de la région de Bordeaux s'aperçurent qu'un mal mystérieux ravageait leurs champs de pommes de terre. Un paysan de Sénéjac, dans la Gironde, travaillait à buter ses pommes de terre lorsque son attention fut attirée par un insecte inconnu. Il eut l'intuition que cet insecte n'était pas étranger aux dégâts occasionnés à ses cultures. Son travail achevé, part de sa découverte au village. Et l'insecte fut envoyé au service du ministère de l'Agriculture à Bordeaux. Ceux-ci recevaient l'échantillon le 17 juin 1922 et le service d'étude des insectes s'employa immédiatement à l'identifier. Bien qu'il n'en eût jamais vu de spécimen vivant, le chef du service n'eut pas de peine à définir à quelle espèce il appartenait et à retrouver dans sa bibliothèque une publication étrangère reproduisant une image exacte de l'insecte. Il s'agissait du redoutable doryphore, parasite de la pomme de terre et d'origine nord-américaine. Les ravages que le doryphore avait causés autrefois en Amérique étaient considérables. Aussi ne faut-il pas s'étonner que cette petite bête, inoffensive en apparence, ait fait l'objet d'une grande publicité et que le monde scientifique ait été alerté par ses méfaits. L'histoire du doryphore est intimement liée à celle de la pomme de terre et des revues techniques fournissent à ce sujet une documentation abondante. Appelée de son nom savant Solanum tuberosum, la pomme de terre a pour origine la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Une plante de la même famille, le Solanum rostratum, se rencontre à l'état sauvage dans une région plus au nord, et c'est sur cette plante que vivait le doryphore. Dans les temps géologiques anciens, au moment du recul des glaciers qui couvraient l'Amérique du Nord, le Solanum rostratum, suivi par le doryphore, se propagea jusqu'aux frontières du Nouveau-Mexique. Lors de la découverte de l'Amérique du Sud, les conquérants espagnols furent initiés par les Indiens aux vertus nutritives de la pomme de terre et importèrent quelques tubercules en Europe à bord des galions de la Grande Flotte. Mais il fallut près de 2 siècles pour que la plante, en s'améliorant, gagnât la faveur des populations européennes. On sait qu'en France, sa réputation ne fut guère consacrée qu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas plus de 150 ans. La plaine des Sablons, à Neuilly, fut le théâtre de la manifestation symbolique au cours de laquelle Parmentier récolta en présence du roi Louis XVI les premières pommes de terre officielles. Les émigrants qui colonisèrent le Nouveau Monde introduisirent avec eux la pomme de terre européenne et sa culture s'épanouit bientôt dans toute la zone de peuplement des États-Unis. Au XVIe siècle, le doryphore vivait toujours sur la solanée sauvage dans le Mexique. La civilisation espagnole repoussa peu à peu vers le nord les animaux sauvages et les graines de la solanée accrochées aux toisons des bisons furent disséminées petit à petit à l'est des montagnes rocheuses. Le doryphore se multiplia et suivit la plante sur ces nouveaux terrains, atteignant les prairies du Nebraska. En 1840, c'est la ruée vers l'or de la Californie. Des colonnes d'émigrants se dirigent vers l'ouest et leurs routes se jalonnent de cultures de pommes de terre. Alors, en peu de temps, le doryphore passe sur la pomme de terre qui lui offre une nourriture abondante. Il se multiplie en masse et, gagnant la zone des grandes cultures, progresse vers l'Atlantique.
Traversant les États-Unis d'ouest en est, il atteint l'océan en 1875. Ce n'est qu'au prix d'une lutte acharnée que sur cette immense étendue de 2400 km, les cultures américaines ont été maintenues. Il fallait bien se rendre à l'évidence. C'était un de ces émigrants indésirables qui avait pénétré sur le territoire de la France, près de Bordeaux. Plusieurs fois déjà, des dorifores venant d'Amérique atterrirent en Europe. Mais des mesures énergiques enrayèrent leur multiplication. C'est probablement vers la fin de la guerre de 1914 que des insectes avaient été embarqués sur des transports. Les préoccupations étaient ailleurs et les insectes débarqués à Bordeaux avaient pu se multiplier sans qu'on s'en aperçût. En 1922, le fléau se manifestait brusquement avec une virulence qu'il était pratiquement impossible d'enrayer. Dans la région bordelaise, des foyers d'invasion se révélaient un peu partout. L'homme de science, averti des conséquences dramatiques du fléau dans les cultures américaines, conscient du rôle considérable que la pomme de terre joue dans l'alimentation de notre pays et de l'Europe, réclamait des mesures de protection énergique. Partout où des tâches d'invasion étaient signalées, les services de l'agriculture envoyaient des techniciens qui n'hésitaient pas à détruire les plantes contaminées. Contre les insectes enfouis dans la terre, on utilisa des produits toxiques qui furent injectés dans le sol. Malgré toutes les mesures prises, le fléau était fixé dans nos campagnes et allait croître sans cesse en étendue. Les Charentes étaient bientôt contaminées. Malgré l'alerte qu'ils avaient donnée et les premiers résultats de la lutte, les agronomes suivaient avec angoisse la progression du dorifore année par année. Pour aller de Bordeaux à la vallée de la Loire, il avait fallu 15 ans. De la vallée de la Loire à Paris, 4 ans ont suffi. Si dans cet immense territoire, plus de la moitié de la France, le rendement de nos cultures a pu être maintenu, c'est grâce à l'activité silencieuse et peu visible des laboratoires où l'on organise la lutte contre le dorifore. Les renseignements qui viennent de toutes les régions de la France y sont enregistrés. Au moyen de ces renseignements, on a pu établir semaine par semaine et année par année la carte de l'invasion qui, en 1939, s'étendait au-delà des frontières de la France. Les centres de recherche de Bordeaux et de Versailles offrent aux agronomes tous les moyens de travail voulus pour mettre au point les méthodes de lutte. C'est au printemps, quand les jeunes plants de pommes de terre sortent du sol, que les dorifores apparaissent dans les champs. Enfoncés profondément dans le sol pendant la période froide, les insectes s'aventurent à la surface. Pour les observer plus commodément, des exemplaires sont portés au laboratoire. On crée avec eux des élevages artificiels qui facilitent l'étude des mœurs du dorifore et les recherches sur les moyens de s'en défendre. C'est un insecte débonnaire dont la capacité d'absorption est considérable. À l'aide d'une paire de mâchoires en forme de pince, il découpe le feuillage en lamelles régulières qu'il avale avec voracité. Pour envahir en quelques années d'immenses territoires, il faut qu'il soit doué d'une mobilité à laquelle sa constitution ne semble pas à première vue le disposer. Cependant, il a 6 pattes dont il se sert avec vélocité. Chacun de nous a pu rencontrer des bandes de dorifores en marche sur les chemins et s'étonner d'en trouver quelquefois bien loin des cultures nécessaires à leur subsistance. Comme la bête à bon Dieu, le dorifore possède sous la carapace de ses élytres une paire d'ailes rouges repliées en éventail. Les premiers jours orageux du mois de mai développent chez lui le besoin de déplacement, et lorsque les vents sont favorables,
l'insecte s'envole et va parfois se poser à plusieurs kilomètres de son point de départ. Les phénomènes météorologiques sont chaque jour observés au centre de recherche et permettent de préciser les dates et les densités probables des invasions. Rapidement portés à la connaissance du public, ces renseignements serviront à alerter tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la lutte contre l'insecte. Dans les cultures des laboratoires, on a aménagé des cages dans lesquelles on isole un nombre défini de couples pour étudier de quelle façon ils se reproduisent et à quelle cadence ils se multiplient. Les femelles déposent leurs œufs en petits paquets sur la plante nourricière et ceux-ci sont protégés à la fois du soleil et de la pluie par la feuille sous laquelle ils ont été pondus. Certaines pontes sont portées en étuve où l'on réalise des climats variés correspondant à des régions et à des zones de culture déterminées. Les œufs sont enfermés dans des boîtes de verre qui permettent une surveillance continue. Lorsque l'éclosion se produit, on voit apparaître des petites larves rouges à tête noire qui représentent le premier stade de l'insecte. Avec le même soin que la maman consciencieuse pèse son bébé, le naturaliste pèse les larves de ses élevages. Cela lui permettra d'établir des graphiques de croissance sur lesquels il pourra apprécier tous les effets de la température et des aliments variés. Les larves mangent à peu près continuellement. Leur possibilité de déplacement est très limitée. Elles s'emploient à accumuler en quelques semaines les réserves nécessaires à leur évolution. Les résultats de ces observations et de ces expériences, poursuivis depuis plusieurs années dans les laboratoires, sont soigneusement notés et classés. On a pu, grâce à eux, dégager d'une façon précise ce qu'on appelle le cycle biologique de l'insecte. Dans les champs cultivés en pommes de terre l'année précédente, le doryphore rayé de noir sort du sol au printemps. Après avoir mangé les repousses, l'insecte se déplace à la marche et au vol jusqu'à ce qu'il ait trouvé les cultures de l'année. Cette période de déplacement a lieu lorsque les jeunes plantes sont en pleine croissance et correspond aux premières journées chaudes du mois de mai. Au début de juin, les femelles déposent leurs œufs sous les feuilles basses des pommes de terre. Ils sont jaunes et enduits d'une mucosité qui les fait fortement adhérer à la feuille. La femelle les accole les uns aux autres pour en faire des paquets d'une trentaine environ. 8 à 10 jours après la ponte, les œufs éclosent et donnent naissance à des larves plus petites qu'un grain de riz. Elles commencent aussitôt à brouter le feuillage et gagnent les extrémités jeunes de la plante qui sont plus tendres et plus nutritives. Les larves grandissent vite et au bout de 3 semaines, elles atteignent la grosseur d'un grain de maïs. On rencontre souvent mélangées des larves de tailles variées originaires de pontes différentes. Au terme de sa croissance, la larve pèse environ 300 fois le poids qu'elle avait à sa naissance. Elle va maintenant quitter le feuillage pour s'enfouir dans le sol. Le doryphore est un insecte. Au cours de sa croissance, comme il est de règle dans ce groupe zoologique, il passe par 2 aspects bien différents, la larve et l'adulte. La transition entre les 2 stades est marquée par la métamorphose. C'est pour cette métamorphose que la larve du doryphore s'enfouit dans le sol.